Chers amis, prenez place. Voilà, donc merci à vous pour la pause. Donc on accueille ceux qui sont venus après. Bienvenue à vous. Alors là c'est vraiment le moment, on va dire, c'est un mélange de coaching, de partage d'expérience, etc. J'accueille une personne qui est chère pour moi, qui est un grand frère, un tonton, tout ce qu'on veut. Donc c'est M. Régis Matondo. Il est associé chez Aries Investissement et responsable du pôle conseil stratégique et financier. Il a participé à l'instruction de plusieurs projets d'investissement dans des secteurs variés sur un portefeuille de plus de 250 millions d'euros au sein de la banque d'affaires Aries Investissement. Il a pour passion de voir des vies transformées et des potentiels développés. C'est à ce titre qu'il est formateur et mentor d'entreprises auprès des PME, TPE et start-up en France, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas et en Afrique francophone, sur des problématiques liées à la planification stratégique, la gestion des organisations, l'excellence concurrentielle, la finance d'entreprise, le financement des projets et la restructuration d'entreprises. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion et d'un MBA obtenu à l'INSEC à Paris. Les porteurs de projets lui tiennent vraiment à cœur. Et vraiment pour moi, c'est de l'art de l'accueillir. Donc on peut faire juste un applaudissement pour le service de bienvenue. On va vous parler ensemble de comment bâtir un projet, pas dans, parce que c'est un terme qui est très vaste. On va juste vraiment prendre vos questions et puis son histoire à lui et aussi son projet, puis voir un peu comment il peut dire l'essentiel. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais rester debout. L'exercice. Bonjour à tous. C'est un plaisir de jouer avec vous ici. Et moi, je suis toujours fasciné quand je vois des personnes qui ont des projets. Quelqu'un qui n'a pas de projet va nulle part. Et là, je vois des gens qui veulent aller quelque part. Je ne sais pas où vous allez. Je ne sais pas où vous arriverez. Mais ce qui me réjouit déjà, c'est de vous voir si nombreux et de savoir que chacun d'entre vous veut aller quelque part. C'est le début. Même si vous pensez que vous n'êtes pas encore arrivé, vous pensez que votre projet est encore embryonnaire, il faut commencer quelque part parce que la marche de Dieu commence par un pas. J'ai déjà fait ce pas en décidant déjà d'être ici. Les gens en décidant de réfléchir à un projet, à faire autre chose que de se contenter d'un salaire. Et c'est déjà une très bonne chose, donc vous pouvez déjà applaudir pour vous-même. Et comme Bettina le disait, je suis associé chez Aries Investissement. C'est une banque d'affaires qui est basée à Brazzaville. Pourquoi Brazzaville? Pourquoi le Congo? Pourquoi ne pas être dans une banque d'affaires en France, comme tout le monde, bien au chaud? C'est parce que j'avais un battement de cœur pour l'Afrique. Je voyais ce qui se passait sur ces continents, et je voyais les problématiques auxquelles les gens faisaient face, et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part donner des grandes théories, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les porteurs de projets, en Afrique, par exemple, à pouvoir structurer leur projet, se lancer, réussir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mis à part leur dire que c'est pourri, que ça n'ira jamais, qu'il y a la corruption? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme clé? Parce que quand je regardais ce qui se faisait en France, quand quelqu'un me dit en France, j'ai des problèmes de financement, je dis, non, attends,
Descends un peu au sud, tu verras ce qu'il y a comme problème de financement. Donc quand je vois les dispositifs qu'il y a ici, il y a l'ACRE, il y a des subventions, il y a la région, il y a la mairie, là-bas ils n'ont rien. Et ils ont, et de fois c'est pas qu'ils n'ont rien physiquement, mais c'est surtout une perception. C'est parce qu'en fait, dans leur tête, ils se sont dit depuis toujours qu'ils n'ont rien. Et ici aussi, hein. Ça nous arrive aussi ici, on est là, je n'ai pas de financement. C'est pareil. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'en amenant de l'argent, ça va marcher? Je me suis rendu compte que ça fait 70 ans qu'on essaie. En fait, la somme totale des aides au développement qu'on a injectées en Afrique, essayez de voir le résultat qui est en face. Vous prenez les mêmes montants injectés dans d'autres endroits du monde, ça produit beaucoup plus de résultats. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Et on vous dira que certaines régions d'Afrique, les banques sont les plus liquides. Il y a beaucoup d'argent, mais l'argent ne circule pas. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Je pense que c'est d'abord avant tout une question de mentalité. Beaucoup de gens ont une mentalité, et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare. Mais ils se disent, je veux une sécurité, je veux être au chaud. On appelle ça, pardon pour les fonctionnaires qui sont présents, on est ensemble. Mais on appelle ça la mentalité du fonctionnaire, c'est-à-dire que j'ai mon petit peu, je m'en contente. Et ça, mais cette attitude bloque, c'est un frein à la créativité. Parce qu'en fait, nous sommes à un tournant. Et ça c'est important pour chacun d'entre nous ici. Comprenez que nous sommes en train de changer d'époque. Il y a de grosses mutations, il y a des transformations. Le digital arrive. Hier, c'était le pétrole. Après, c'était les banques. Demain, c'est le digital, c'est les données. Et à chaque changement d'époque, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Est-ce que les entrepreneurs d'aujourd'hui seront capables de les saisir? Moi, c'est la question que je pose. Et c'est ce que je dis là-bas en Afrique. Je leur dis, mais n'attendez pas qu'ils aient fait en Europe. Je dis, vous êtes un tournant, c'est-à-dire qu'il y a une révolution. Et n'attendez pas qu'ils aient fait là-bas. Vous pouvez le faire ici. Créer une entreprise dans les fintech, les moyens de paiement, tu n'as pas besoin que ça soit d'abord en France pour le faire ici. Tu as tous les outils. Tu as la connexion Internet. Et c'est ça la prise de conscience que j'essaie d'instiller partout où je vais. De dire, nous sommes à un tournant et nous sommes surtout à un carrefour d'opportunités. Et vous voyez, le problème, c'est que la réussite, tout le monde, je pense qu'on le sait, mais tu as dû vous le dire au moins 10 000 fois, la réussite, c'est la conjonction entre deux facteurs. Le premier, c'est la préparation, et le deuxième, c'est l'opportunité. Il y a des gens qui ont eu des opportunités, mais qui n'étaient pas préparés. Et il y a des gens qui se préparent, mais qui ne sortent pas chercher les opportunités. Ils restent chez eux en disant, l'opportunité viendra me trouver. C'est une erreur. Mais quand il y a la préparation et qu'on sait saisir les opportunités, je vous garantis, c'est la clé pour le succès de nos entreprises. C'est la clé des clés. Et comment tu te prépares? Il faut être observateur. Il faut comprendre l'époque à laquelle tu es, comprendre que tu as un tournant, comprendre que aujourd'hui, c'est comme un jeune homme qui me disait que lui, il va sortir ses cours sur CD-ROM. J'ai dit, tu as compris un peu dans quelle époque nous sommes? Je crois que tu es 10 ans en arrière, mon ami. Un CD-ROM, j'ai dit, regarde des Mac. Je dis, t'achètes un Mac, tu n'as même pas de lecteur CD-ROM. Donc, à qui tu vas vendre tes CD-ROM? Nous sommes à l'époque du digital. Commence à penser à avoir une page Facebook, commence à penser à avoir un blog, commence à penser, mais regarde ton environnement, observe et apprends pour saisir les opportunités. Est-ce que vous voyez, au-delà d'être associé chez Ariès, je suis aussi entrepreneur. Et dans ma courte vie, j'ai créé 7 entreprises. Et sur 7 entreprises, tenez-vous bien, j'en ai planté 4. C'était la plus belle école pour moi. Il n'y a pas meilleure école. Et je ne vous parle pas des opportunités que j'ai ratées. Est-ce que vous voyez, je vous parle de la préparation. 2 personnes peuvent être au même endroit et voir 2 choses totalement différentes. Moi, il y a 2 choses. J'aime bien le storytelling. Le storytelling, c'est pour montrer à quelqu'un qui hésite que c'est possible. Tu l'encourages. Tu lui dis, yes, il est motivé, c'est possible. Mais le storytelling a un petit problème pour moi. C'est que pour quelqu'un qui est déjà dedans, il ne vaut mieux pas lui donner le storytelling, il vaut mieux lui donner tout le tableau. Parce qu'une pièce, vous savez qu'une pièce a 3 versants.
Il y a 3 côtés dans une pièce, vous le savez? Non, qui ne sait pas? Il y a 3 côtés. Non, vous ne savez pas? Il n'y a pas que pile et face. Il y a le milieu. Ça fait 3. Non, ça ne vous est jamais arrivé? Vous jetez une pièce et elle tombe debout. Donc, ça fait combien? Il faut montrer tous les côtés de la pièce. Et quand tu veux encourager les entrepreneurs qui sont déjà dedans, qui ont franchi le pas, le storytelling c'est bien, mais il faut leur dire la vérité aussi. Il faut leur dire, mon gars, tu vas souffrir. Tu vas échouer. Ça va arriver. Tu vas te décourager à des moments, mais tiens bon. Parce que si je peux te parler aujourd'hui, c'est que c'est possible. Parce que le storytelling, toi, tu dis, oui, j'étais debout, j'ai eu une idée, je suis allé, voilà, tout s'est passé. J'ai vu des investisseurs, ils m'ont financé, tout s'est bien passé, je suis Mark Zuckerberg. Ouais. Mais encore. Et donc, si j'échoue, oh non, c'est pas possible d'échouer. Ah bon? Il ne vous a pas dit combien de fois il s'est fait envoyer balader. Il ne vous a pas dit le nombre d'investisseurs qu'il a rencontrés. Qui disaient ton projet est bon, mais ta tête ne nous revient pas. Il s'est fait jeter de toutes les manières. Mais tu vois, le storytelling, il ne ment pas. Le storytelling, ce n'est pas du mensonge. C'est super. Parce que ça permet aux gens de dire que c'est possible. Mais moi, je vais vous parler de la réalité. Non, l'entrepreneuriat, n'ayez jamais peur d'échouer. N'ayez jamais peur d'échouer. Il n'y a pas de mauvaise idée. Le seul juge, c'est le marché. Si tu as une idée que tu fais face au marché, et que le marché répond. Facebook, au début, on a dit que c'était une mauvaise idée. Qui c'est qui va aller mettre sa photo? Parce que le concept vient d'un album qui s'appelle Facebook, aux États-Unis, dans les universités, où il y a la photo, des noms, de tous des élèves, des élèves et tout ça. Donc il est parti de ce principe. Mais je me dis, mais ça c'est bon pour l'université, c'est local. Ça ne va jamais s'exporter. Les autres nations n'ont pas cette culture. Et regardez le résultat aujourd'hui. J'aimerais bien voir la tête de ceux qui ont méprisé l'idée à la base, tu vois. Ils doivent se dire, yes. Il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise idée. Mais j'aimerais vraiment accentuer sur l'opportunité. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime bien parler des échecs, c'est plus que des réussites. Ta réussite, ta plus belle réussite, peut-être en fait la cause de ton plus gros échec. C'est bien de capitaliser sur les réussites, il faut se réjouir, mais il vaut mieux tirer les leçons de ces échecs. Et vous voyez, une des leçons que j'ai tirées dans la vie au sujet des opportunités, c'était en 2011. Je suis allé au Togo et j'avais acheté des terrains, j'avais acheté un terrain de 3 hectares. Et donc je suis allé visiter ce terrain. Et quand j'arrive sur ce terrain, je suis content, c'est mon terrain, il est clôturé, il est tout beau. J'ai dit, ça va, ça va. Et je remarque que c'était un champ de manioc. Et toutes les feuilles étaient jaunies. Et je me dis, mais c'est terrible ça. Je dis, mais vous ne mangez pas les feuilles de manioc? Elles sont toutes jaunes, elles sont plus bonnes à manger. Je dis, non, on ne mange pas ça ici. Je dis, oh, c'est dommage. Je dis, bon, il y a quoi, tant pis. J'ai continué mon chemin. J'étais content, je regardais mon terrain. Une semaine après, au même endroit, la parcelle d'à côté, c'est aussi du manioc. Un ami à moi se rend au Togo pour un mariage. Il passe devant le même champ que moi. Donc il passe devant ma parcelle. Et il s'arrête à la parcelle après. Il était dans le convoi des mariés. Il dit, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il dit, eh, vous ne mangez pas les fruits de manioc? Au même maman. Hein. Et lui dit, non, mange pas ça. Et il fait, mais c'est dommage. Il dit, mais ça se mange chez nous. En Afrique centrale, ça se mange. Et elles font, mais nous ici, on ne mange pas ça. Il fait, mais ok, mais quand ça va repousser la prochaine fois? Si j'envoie quelqu'un pour cueillir les feuilles, vous me les donnerez? Et elles font, mais non, on va le faire pour toi. Il dit, ok, je vous donnerai 5 000 francs, ça fait 7,50 €. Il dit, je vous donnerai 5 000 francs pour la peine. Elles font, mais mon fils, c'est gratuit pour toi. Il dit, ok, il était à un mariage. Donc il va faire la fête. Et il parle de son projet aux gens autour de lui. On lui dit, mais c'est super ça. Il dit, ouais, il faut une machine qui va nettoyer, laver ses feuilles, les faire bouillir, les écraser et ensuite les mettre sous vide. On lui dit, ça, tu vas à Cotonou, tu vas trouver, il y a des ingénieurs, ils te font ça, ils doivent donner. Donc, il est au Togo, il va à Cotonou, pendant, il était là pour un mariage. Hein. Il va voir le monsieur qui peut faire la machine, le monsieur lui dit, ça te coûtera 7 000 € la machine. Il dit, ok, je te donne un acompte de 500 €. Le monsieur dit, c'est un peu bien, il dit, c'est tout ce que j'ai. Le monsieur dit, ok, mais dans 3 mois, tu me refais un acompte. Il dit, ok, pas de souci. Il rentre en France, il prend toutes ses économies. Écoutez-moi bien, il a posé ses congés, il prend toutes ses économies,
il descend au Togo, il prend un terrain, il construit un local, il a 15 000 euros sur lui. Il règle la machine, 3 mois plus tard, on lui livre la machine, il commence son activité, très simplement, on lui livrait les feuilles, il les lavait, les écrasait, il mettait sous vide, congélateur, il mettait dans le sac de voyage, il allait à l'aéroport, demandait aux gens, tu peux pas me prendre un sac, tu peux pas me prendre une valise, je te paye 100 euros, je te paye 150 euros. Et les gens venaient avec. En France, au Canada, aux États-Unis, on était en 2011. Cette année, il n'a pas encore fini l'année, il va passer le cap des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Lui et moi, on a vu la même chose. C'est vrai. Je lui ai dit, mon gars, droit de l'œil. Parce qu'il m'a parlé de son projet à l'époque. Je lui ai dit, ça, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui a boosté son activité? C'est que il a vu cette opportunité, il a mis toutes ses économies dedans, mais c'est surtout qu'il a une opportunité avec l'Agora, avec les États-Unis. Ils lui ont donné, il s'est conformé aux règles, il a pris son sachet de, on appelle ça comme ça, de manioc, de feu de manioc écrasé. Il a donné à un laboratoire qui a examiné la composition. Ils ont listé les composants. Avec ça, il a fait certifier par Bureau Veritas. Cela a coûté cher. Et il a eu l'approbation pour exporter ses produits vers les États-Unis. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas des sacs qu'il envoie, c'est des palettes. Il envoie des palettes et des palettes de feu de manioc écrasés. Lui et moi, on a vu la même chose. Lui et moi. Et le pire, c'est que je suis propriétaire d'un champ. Mais vous voyez, c'est ça, saisir une opportunité. Je n'étais pas préparé à ça. Moi, j'étais dans une logique de propriétaire foncier. Lui, il était dans une logique d'observation. Il cherchait des opportunités. Parce qu'il me disait tout le temps, j'en ai assez de travailler. Ça m'épuise. Il est manutentionnaire. Il dit, ça m'épuise, ça m'épuise. Aujourd'hui, franchement, il voit très clair. Il voit bien clair. J'ai dit, bon. Il me dit, oh, Régis, tu sais, tu veux pas qu'on fasse des affaires ensemble? J'ai dit, non. Mon âme est un peu chargée, tu comprends. Il m'a rien fait. Mais vous voyez, c'est ça, c'est bien d'avoir des idées, mais c'est encore mieux déjà de les écrire. Ensuite, de passer à l'action. Vous aurez toujours une bonne raison pour ne pas passer à l'action. Toujours. Mais cette raison, ces raisons, c'est la peur. Derrière, si vous creusez bien, c'est la peur. J'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas prêt. Qui peut me donner une autre excuse de ce moment? Moi, j'ai dépassé ça, oui, je n'ai plus beaucoup. Le temps. J'ai pas le temps. Quoi d'autre? Mon pitch n'est pas fait. Mon pitch? Ah oui, comme ça. Le business plan, encore plus loin, le business plan n'est pas prêt. Hein? Quoi d'autre? Je suis pas légitime. Je suis pas assez beau. Faut que je m'écrise d'abord. Je rentre pas dans mon costume. Quoi d'autre? J'ai des enfants. Quoi d'autre? J'ai pas assez d'économie. Ça va pas marcher. Bon, déjà, si tu pars du côté que ça va pas marcher, la vérité c'est que ça ne va pas Marcher. Je suis pas un entrepreneur, ça c'est pas pour moi. Voilà, ça c'est pas pour moi. Mais c'est pour qui alors on ne le sait pas. Je sais pas par où commencer. Commence quelque part. Non mais c'est vrai. Non mais je vous garantis. Le but, c'est de commencer quelque chose en fait. Vous voyez le jeune homme qui est au fond là, il a au moins 10 000 idées par semaine. Lui, il a au moins 10 000 idées par semaine. Et chaque fois il m'embête avec. Et vous savez ce que je lui dis à chaque fois? Première chose, écris. Je lui dis toujours, écris. Il me dit, ouais. Non, écoute, là tu m'embêtes au téléphone. J'ai pas le temps. Écris. Même sur WhatsApp, écris. Et non, des fois il a de très bonnes idées. Mais je lui dis, écris. Pourquoi? Parce que ce que tu n'écris pas, ça ne reste pas. C'est sûr. Ça ne reste pas. Je dis souvent à mes frères africains, je dis, vous savez, un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'on a tellement été habitué à la tradition orale, on n'écrit pas. Donc du coup, on ne fait que parler. Ça fait 70 ans qu'on parle de autosuffisance alimentaire, on n'a rien écrit. Donc voilà, jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Mais la première chose à faire, c'est écrire le projet. Écrire son idée. Qui a un projet? Tout le monde ne fait pas.
Toi, tu as croisé quelqu'un, donc tu n'as pas de projet. Moi, je pose une question là. Tout le monde a un projet. Qui a écrit son projet? C'est une question piège, attention. Moi, j'ai commencé. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous comprenez par écrire son projet? Les différentes étapes que l'on doit accomplir, en fait. Je pense que, en fait, avant de monter à la montagne, on doit savoir où on va déjà, connaître les étapes. Et chaque année, en fait, moi, c'est ce que je fais. Je fais un check de tout ce que j'ai fait et de ce que je dois réaliser encore, en fait. Et je vois, en fait, mon projet au loin. Et je m'oriente et j'écris ce que je fais, ce qu'il me faut. Moi, c'est ma micro-crèche. Donc, le personnel, qu'est-ce qu'il me faut concrètement, les besoins. Ça planifie. Voilà. Planifier, c'est pas écrire. C'est différent. Non, mais c'est déjà l'étape d'après. D'accord. Là, tu es même déjà loin. Parce que quand on dit souvent écrire, c'est pas forcément faire ton business plan. Non, j'en suis pas là. C'est déjà arriver à coucher sur un papier, dire je veux créer une entreprise de distribution. C'est ça. Et c'est cette note, de cette note doit découler en fait des tâches. Tu commences à te dire qu'est-ce que je dois faire. Je dois me renseigner sur la distribution, je dois prendre des contacts, je dois aller chercher sur internet. Et après, tu dois te fixer des objectifs. Quand tu t'es fixé des objectifs, maintenant, tu vas trouver des moyens pour atteindre ces objectifs. Mais ça commence par deux fois une phrase écrite. Moi, il y a des choses que j'ai commencé avec une note dans mon iPhone. Une note. C'était, j'ai écrit, j'ai fait une note vocale, j'ai pensé à faire ceci. Et après, je réécoute le note, je fais comment je fais. Mais j'ai commencé et je me dis, sur 7, 4 implantés. Et pourquoi 4 implantés? Sans donner d'excuses. Parce qu'il y a beaucoup, la plupart, si je dois prendre une des causes du certains de mes échecs, en tant qu'entrepreneur, il y avait, au début, c'était le manque de préparation. J'étais un fonceur. J'avais une idée, je courais. Et je ne réfléchissais pas trop aux conséquences. La deuxième, donc, c'était la première, la préparation. La deuxième, je mettrais ça arrive à tout le monde, ça rentre aussi dans la préparation, mais comment je peux formuler ça? Il y a la préparation, c'est global, mais il y a quelque chose de spécifique qui est mûrir l'idée. Voilà. Mûrir l'idée. C'est-à-dire que je pense à faire quelque chose, mais est-ce que je me suis assis pour mûrir mon idée? Et une des troisièmes, c'était la connaissance du marché. La connaissance du marché. Sans marché, si tu ne connais pas ton marché, si tu ne sais pas qui sont tes concurrents, si tu ne connais pas quel... En fait, moi, si je vous pose la question à chacun d'entre nous ici, dans le secteur où vous voulez entreprendre, est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires déjà en France de cette activité, en Europe et mondial? Mais il faut le connaître. Oui, il faut, quand tu vas parler par exemple à un investisseur, ce qui va interpeller, c'est de dire je me positionne sur un marché à 300 milliards d'euros, d'accord? Je vise un segment de marché qui représente peut-être 50% ou allez, 150 millions d'euros sur ce marché, et la niche à laquelle je m'attaque, c'est une niche qui fait 50 millions. Et sur ces 50 millions, je vise une part de marché de 30%. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Là, quand tu as parlé comme ça à un investisseur, il a dit, yes, cette personne connaît son marché. Parce que si tu ne connais pas ton marché, si tu ne sais pas qui sont tes concurrents, des fois il y a des gens qui vous demandent, c'est qui tes concurrents? Oh, personne ne fait ce que je fais. Ah bon? Il dit, ah, la concurrence, tu ne connais pas ton marché. Ah non, je connais, il n'y a personne. Et c'est alors que je leur donne un exemple que j'ai vu, c'est du concret. Au Congo, on construisait une maison, mes parents, dans une ruelle. Et c'était une période où l'immobilier était en boom, il y avait un boom. Et au coin de la rue, il y avait une espèce de guinguette, on va dire une alimentation, on va appeler ça comme ça. Donc quelqu'un qui vend des boissons, de la viande, ils vendent de tout. Et il était très content, hein. Il avait quasiment pignon sur rue, il n'y avait personne autour. C'était un nouveau quartier, il y avait pignon sur rue. Il était très content. Et il y avait le balai des camions qui venait déposer les pierres, le sable, les matériaux. Et il y a un monsieur qui a pris la parcelle à côté. Il a commencé par, il a dit plutôt que les camions fassent un balai,
je vais faire un dépôt pour le ciment, pour le sable, pour les pierres et les matériaux. Donc il fait un dépôt. Donc, le monsieur d'à côté, parce que je parlais souvent avec nous, on est souvent chercher des boissons fraîches là-bas, quand on était chantier, il lui dit, ouais, t'as vu, il y a quelqu'un qui s'installe et dit, on ne fait pas le même business. On ne fait pas le même business. Je dis, tu es sûr, ça peut être un concurrent. Il dit, non, pas du tout. 6 mois plus tard, le monsieur à côté, il a vu l'opportunité. Il a vu qu'en fait, celui qui était à côté, il avait des boissons, tout ça, mais il n'y avait nulle part. Quand ils achetaient des boissons, comme nous tous, mais quand tu veux boire ta boisson, tu n'as nulle part où t'asseoir, tu n'as nulle part où te poser, tu as passé une journée harassante, tu sors du chantier, tu veux te reposer, rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une terrasse, il a mis des tables, des parasols, des chaises, et donc, les gens devaient acheter la boisson à côté. Mais, il s'est dit, attends, je lui envoie tous mes clients. Lui, il gagne de l'argent, je gagne, c'est moi qui t'ai terrassé, c'est moi qui... Il a mis un congélateur, il a commencé à vendre des boissons. Le gars à côté, c'est pas le même marché. Il dit encore. À la fin, à côté, il a monté une espèce de bar où il y avait des grillades, il y avait des boissons, et le mec à côté, en plus il a cassé les prix, le mec à côté, il s'est retrouvé qu'à vendre des cigarettes, des bonbons, de la viande crue. Et souvent, le voisin achetait la viande chez lui, mais ne pouvait pas d'ailleurs. Oui, il a sous-estimé. Il n'a pas regardé son environnement. Il était en zone de confort. Il se dit, je suis en position de poste. J'ai aucun concurrent des alentours. Et c'est ça, mépriser les règles du marché. Il faut connaître sa concurrence. Il faut connaître qui sont les acteurs. Parce que si vous les méprisez, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Ne vous dites jamais, je suis meilleur que quelqu'un. Il vous dit, oh, j'ai de l'avance. Personne n'a de l'avance. Qui a de l'avance? Demandez à Kodak. Hein. Vous connaissez Kodak? Oui. On connaît Kodak. Nokia. Bon, eux, ils survivent encore un peu. Kodak, Nokia, c'était les champions. Kodak, nous sommes tellement... Vous savez que c'est Kodak qui a inventé la photo numérique. C'est Kodak. C'est eux. Mais ils se sont pas tués. C'est hallucinant ça. Parce qu'ils ont dit, hey, on est tellement beau, on est tellement fort, personne ne peut nous atteindre. Je dis encore. Demandez à Nokia. C'est tragique, Nokia. Avant que l'iPhone ne sorte, nos ingénieurs sont allés voir la direction. Ils ont dit, il serait bien de faire un téléphone tactile, parce que vous voyez les touches, tout ça, les gens. Je me suis dit, attendez, regardez, le BlackBerry, c'est l'avenir. Les boutons, c'est l'avenir. Ils les ont envoyés dans les roses. Quelques mois plus tard, Steve Jobs sortait l'iPhone. Et l'iPhone est venu révolutionner le marché. Aujourd'hui, Nokia, sa force, c'est de sortir des rééditions du Nokia 36, je ne sais pas quoi, là, incassable. Voilà, leur seul argument, c'est ce téléphone, à l'époque, était incassable. Wow. Vous savez, créatif. Créatif. Et pas être dans les zones de confort. Il y a 3 choses qu'il faut avancer. L'innovation, la créativité et l'adaptabilité. Sachez vous adapter aux circonstances, à votre marché. Soyez créatif. Ne vous contentez pas de faire ce que les autres font. Quand vous créez, c'est quoi votre différenciation? Si je veux faire... on prend un cas concret ou je donne un cas au hasard? Donnez-moi un cas dans lequel vous pensez vous différencier. Où il faudrait se différencier? Des crèches. Moi, dans mon projet, j'aimerais... Ah, ok. Merci. Moi, dans mon projet, en fait, sur quoi je pourrais me différencier? Là, il faut dire c'est quoi le projet parce que tout le monde... Ah, pardon. Et là, tu as un micro qui t'agresse. Donc la différenciation se base sur le niveau d'agressivité du micro. En fait, moi, mon projet, c'est d'ouvrir une micro-crèche. Donc, une micro-crèche, donc moins de 10 enfants. Oh, pardon. Et donc, du coup, moi, ce qui pourrait me différencier, bon, même s'il y a déjà quelques micro-crèches qui se sont déjà mis sur cette option-là, c'est les horaires décalés, c'est-à-dire des crèches de nuit. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et à l'époque, quand j'avais pensé à cette idée, il n'y en avait pas du tout. Je m'étais renseignée sur la France entière, il n'y en avait pas du tout.
Et là, ça commence à se développer, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, bon, moi, mon projet, ce serait d'ouvrir une micro-crèche à Ouarglikale. Donc ça, c'est le critère de différenciation. Voilà, pour moi. Ce qui ferait par exemple, une infirmière qui travaille de nuit ne va pas spécialement mettre son enfant dans une crèche en journée. Quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Peut-être qu'elle a un mari. Oh, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être seules de nos Ça, jours. non, moi, je ne sais pas. Je suis pas l'avocat du diable, Je mais sais. je fais genre... Peut-être qu'elle a un mari, peut-être que le mari travaille. Enfin, qu'elle a un copain, peut-être qu'elle a pas. Oui, c'est qu'elle a sûr. une cousine, des cousins, des petites C'est sûr. sœurs, la Mais il y a voisine. toujours des besoins. Il y a toujours Mais le besoin est là. Le besoin est là, le besoin Et- est réel, même en journée. Mais ça existe, hein? Oui, il y en a. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Pourquoi? Alors, c'est ce que je me pose comme question. Déjà, c'est les accords. J'ai contacté une crèche déjà pour savoir pourquoi, en fait, elle n'a pas pu ouvrir sa micro-crèche de nuit avant. Et c'était compliqué. Enfin, elle m'expliquait que c'était compliqué pour elle. C'était au niveau des accords. Et quand une commune lui a donné donc, du coup un local et elle a eu les accords, et ben, ça commençait à se développer. Elle avait tellement de demandes que d'autres communes lui ont donné en fait des locaux pour pouvoir s'implanter. En fait, c'est les accords. Donc, c'est légal, on va dire. Oui, C'est un problème légal. oui. Après, bon, Et c'est encore plus à là, je changer, pense mais- pas qu'à elle, mais à tout le monde. Quand quand on fait face, parce que ça arrivera souvent quand tu innoves, Oui. quand tu es un peu en avance sur ton temps, ben, tu vas voir en face de toi la loi, la limite de la loi. Oui. Tu dis, par exemple, ceux qui ont fait permis malin, il y a 10 ans de cela, permis malin c'était illégal. Ils sont allés au tribunal. Ils ont couru des peines de prison. C'était illégal. Ce qui les a sauvés, je crois que c'est la loi Macron. Non, c'est pas dit ça, c'est la loi Macron. Quand ils ont libéralisé tout ça, là, ils ont commencé à résoudre parce qu'ils étaient procès à ne plus savoir comment faire. Mais c'est la bonne idée. Et c'est une superbe idée. Moi, ma femme prend des cours de conduite avec permis malin. Tu vois le coût de l'heure de conduite. Je te dis, mais on se fait comme un volet à l'auto-école. Hein. Non, mais c'est 3 fois moins cher. Tu divises par 3 le prix. Et tu vois, ils étaient novateurs. Ils étaient pionniers. Parce que c'est souvent ça le problème du lycée, que tu prends les coups pour les autres. C'est pour ça que quand ils se mettent en... Quand tu veux prendre une franchise chez eux, ben, tu vas... En fait, tu as amorti tous les frais d'avocat qui sont dépassés. Tu as amorti les procès, le stress. Mais, tu vois, tu as la limite, la frontière, on va dire la barrière du droit, de la légalité, ça se pose. Le point, c'est savoir... il y en a qui contournent, il y en a qui escaladent, il y en a qui forcent le passage, et il y en a qui attendent, ils disent, bon, ça va s'arranger un jour. Et il y en a qui aussi ont compris qu'il y a certaines choses qui bougent parce qu'on va faire du recul. Parce qu'on va aller voir des députés, parce qu'on va aller voir des sénateurs, parce qu'on va aller voir des présidents de conseil général, parce qu'on va pousser en fait, on va pousser en démontrant la pertinence de son idée, de son projet. Comme les maires qu'elle allait voir pour leur expliquer le bien fondé. Mais ça marchera pour quelle ville? Des villes où tu as des casernes de pompiers, des hôpitaux. C'est-à-dire que voilà, si tu vas à Bussy-Saint-Georges, faire une crèche de nuit. Même en milieu hospitalier, oui, moi j'y ai pensé aussi. Non, ça dépend en fait de où tu la mets ta crèche de nuit. Tout à fait. Parce que si tu vas dans un coin où il n'y a ni hôpital, ni prison, ni voilà, tout ce qui nécessite de fonctionner H24, Décalé, ouais. tu n'auras pas beaucoup de clients. Non, mais en fait, c'est des options. C'est-à-dire que la crèche, elle marche à horaire décalé. Donc en journée, comme le soir. Oui. C'est des options. Après, ça se travaille, mais bon. Il y a des constructeurs, ils arrivent chez eux, ils te proposent 50 000 options. Oui. À la fin, tu ne sais même plus laquelle choisir. Tu leur dis, bon, mettez juste le modèle de série, avec 2 ou 3 options de votre choix. Non, tu ne sais plus. Et il y en a, ils avaient te dit, non, mais on a la gamme temps, donc avec telle option, tu vois. Ils ont fait des gammes plutôt que des options. L'option, c'est un critère, c'est parmi tant d'autres. Oui. La gamme intègre plusieurs options, D'accord. tu vois. D'accord. Il vaut mieux réfléchir en gamme de produits qu'en option. D'accord. Parce que les options, si tu en as 10 000,
J'imagine le formulaire d'inscription de l'enfant, il fait 50 pages. J'ai moi un document de 3 pages pour l'école de ma fille. Je dis à ma femme, occupe-toi ça. C'est beaucoup. Donc, c'est plus d'adoption, plus tu vas devoir les expliquer et les faire figurer dans un document. Et laisser les gens laisser le temps de choisir. Ah. Se différencier. Quel autre secteur? Quel autre secteur? Allez-y. Ah, je vous ai pas dit, moi j'ai horreur de parler en fait. La mode. La mode. Ça dépend. Ah, la mode, c'est vaste. Quel segment? Ça encore, c'est vaste. Précise-moi ton créneau. Non, même pas géographique. C'est la mode africaine. J'ai vu un article dans l'Afrique. Il y a un monsieur qui parlait d'africain. Le wax, en fait. Essayer de proposer une collection wax avec des matières, on va dire, haut de gamme, comme le lin, en fait, mélanger les matières. Donc, c'est d'apporter, haut de gamme. Voilà, féminin. Quelle discrimination. Ils sont aussi peu pour tous les jeux qui ne sont pas vus. Oui, c'est vrai. Bon, au début, c'était sur un peu... Donc, tu te positionnes sur du haut de gamme. Oui. C'est ça, hein? Oui. Mais haut de gamme, c'est pas luxe en fait. Souvent, j'aime bien faire la différence. C'est quoi la différence entre luxe et haut de gamme? Vas-y, instruis-moi. Bah, haut de gamme, c'est juste en dessous du luxe. Ça veut dire que le fait d'appartenir au luxe, c'est labellisé. Par exemple, les grandes maisons de haute couture font du luxe. Et après, vous avez les créateurs qui sont entre, on va dire, le luxe et le haut de gamme et le prêt-à-porter. Voilà. Ah, tu m'as plus envoyé le luxe. Le luxe, c'est vraiment le top des tops. C'est les maisons de haute couture, les Chanel, les Gucci. Et c'est un label. Donc, qui donne le label? Je t'amène quelque part. Ah, qui donne le label? Très bonne question. En fait, c'est des professionnels qui se réunissent, je crois que c'est tous les 10 ans, en France, et en fait, ils décident de savoir qui va appartenir à ce luxe made in luxe. Donc, vous avez des maisons de C'est un luxe. cercle de poètes disparus. Voilà, très fermé. Voilà, c'est très fermé. Renseigne-toi sur l'histoire de ce secteur du canal. Ah oui. Renseigne-toi sur leur histoire. Ouais. J'avais suivi un reportage, oui. Ils font du luxe, non? Oui. C'est pas qu'ils sont dans ce bleu là. C'est comment ils ont commencé? Ils ont pris un pantalon, ils ont passé à la Chine, ça s'est déchiré, ils ont mis 400 €. Tout le monde a dit yes! C'est trop fort! C'est du luxe! Tout le monde a acheté. Ils ne sont pas passés par un comité. Non, il n'y a aucune norme. Ce qui définit que c'est un produit de luxe, c'est qui va l'acheter. C'est qui tes clients. Attends, si tu imagines que c'était une dame qui fait du prêt-à-porter féminin avec des tissus, d'accord, c'est une Nigérienne. Un jour, elle a fait ses tenues, et elle a offert ses tenues. Il y a une dame qui a acheté une tenue, elle les a ramenées aux États-Unis pour offrir à des gens aux États-Unis. C'était dans le show business. Et une des robes a atterri chez Rihanna. Et quand Rihanna a mis sa tenue, mais la dame, et tout le monde aimait déjà Hollywood là-bas, Los Angeles, tout le monde aimait. Et donc, la dame qui avait acheté les tenues pour les offrir aux États-Unis, elle est trop forte. Elle a fait la vie à la dame. J'ai acheté aux États-Unis. Je paye tout. Mais on crée une société. C'est moi la majorité. Elle dit, c'est moi. Et la dame dit, oui, maman, c'est... Au début, la femme dit, c'était compliqué. Quand tu lui as dit le produit, et la dame vend des livres. Bon, aujourd'hui, la dame, sur la 5e avenue, elle a sa boutique. J'ai oublié le nom. Elle a sa boutique, toutes des stars qui débarquent là, qui veulent porter de l'africain. C'est devenu donc quoi? Un produit de luxe. Quand tu prends la robe en paille, en wax à 600, minimum 650 €, tu comprends? Ça, c'est pas un produit de luxe. Là, c'est pas, il ne faut pas se mettre de barrière. Si tu te mets sur le positionnement de luxe, tu t'achètes quelque chose. Comment tu te différencies? Quels sont les 3 axes? Qui peut citer 3 axes pour se différencier? Rapidement. La qualité. D'accord? Tu fais mieux que les autres. C'est bien, c'est bien. Tes vêtements luxe, tu vas dire, moi, la qualité de mon tissu est meilleure. Oui, le prix. Le prix,
prix. Et ça fait le franchement. Quand on est trop cher, personne n'achète. Quand on n'est pas assez cher, personne n'achète en même prix. Parce qu'on se dit. Mais quel autre critère? La spécificité, tu fais toujours un modèle spécial. En fait, on ne va pas tout faire ce soir. Le savoir-faire. La clé, c'est en fait se trouve dans le business model Canova. Qui connaît le business model Canova? Ok. Trop peu de temps pour expliquer ce que c'est. Mais en fait, allez vous renseigner. Non, mais en quelques mots. En gros, le business model Canova, c'est quand vous faites votre business plan, pour que votre business plan tienne, avant le business plan, vous allez d'abord établir, préparer, rédiger votre business model Canova. C'est un Canova à 9 cases. La première case de mémoire, c'est le segment clientèle. À qui je vends, c'est le plus important. À qui je vends mes produits. Après, il y a ma proposition de valeur. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire justement pour me différencier des autres? Et après, tu as la relation que tu développes avec ton client. Après, tu as les canaux de distribution. Et je m'arrête 2 secondes sur la distribution. La distribution de votre produit, en fait, est une clé de différenciation. Aujourd'hui, avec le digital, tu ne peux plus penser, par exemple, à distribuer un produit sans t'intéresser à une application. Mais je vais peut-être paraître méchant, mais même un site internet, ça ne sert à rien. Vous savez qu'un site internet, ça ne sert à rien? Non, excusez-moi, pour ceux qui ont les sites internet, courage. Mais non, comme moyen de promotion, de vente, ça ne sert à rien. Ça te coûtait combien le site internet? 1000 euros. Combien? 2 ou 3 millions d'euros. Ah, toi, tu fais un site. Là, c'est le site, t'arrives, t'as pas le choix, t'achètes. Hein. Non, mais ça. 1000 euros. 1000 euros en moyenne. 1000 euros en moyenne. Entre 1500 et... Voilà, un site potable, allez, 1500 euros. Ok. Donc, dessus, attends, si tu veux mettre du e-commerce, tu fais grimper la facture. Hein. Module e-commerce, paiement, catalogue en ligne, tout ça, tu arrives facilement à 4000 euros, 3000, 4000 euros. D'accord? Donc tu as dépensé 4000 euros. Ok? Mais, vous savez combien de sites internet existent? Vous prenez la catégorie, tu veux vendre tes vêtements en ligne? Allez, minimum 1 milliard de sites. Donc, tu es dans une chaîne de 1 milliard de sites. Donc tu es un site parmi 1 milliard. Tu vas devoir donc payer, même si tu payes Google pour faire des mots-clés, tu n'es pas sûr que c'est parce que pendant que tu payes Google, les autres aussi payent des mots-clés. Hein. Tout le monde le fait. Tout le monde fait du référencement. Donc, tu es toujours allez, tu as fait du référencement, tu es un parmi 100 millions. Mais il y a encore 100 millions de sites. Donc, non, je vous dis ça parce que ça, c'est un cas concret. Il y a 4 ans de cela, je me suis lancé avec un ami. On a lancé un site, on a lancé un site, c'est les objets connectés. On voulait vendre des objets connectés, on avait en Chine, on tournait. Et le problème, c'est que notre site internet, personne n'y allait. On avait une page Facebook, mais personne n'allait sur le site internet. Et c'est alors que j'ai eu la bonne idée de dire, écoute, on est un parmi des millions. C'est comme si tu crées une boutique de vêtements. Voilà. Tu crées une boutique de vêtements et tu viens la mettre ici. Qui va venir acheter ces vêtements-là? Dans la cour intérieure, là. Qui va prendre la peine de taper 2 codes, arriver ici pour acheter tes vêtements? C'est la même chose avec un site internet. C'est pour ça que les gens font ce qu'on appelle des marketplaces. Quand on a mis des articles sur Amazon, les ventes ont explosé. Alors que pendant 6 mois, le site internet nous a fait une vente. Sur Amazon, les ventes ont explosé, mais c'était le début de nos problèmes. Parce que c'est les gens qui commandent, tu peux venir de Chine, la douane, tu te fais remplir des formulaires, on te met des taxes, on te bloque tes colis. Et c'est surtout qu'à un moment donné, tu as pris un stagiaire, tu es en train de faire 3 parce que les commandes, il faut les préparer. Tu vois, il faut aller, il faut expédier, tu fais des abonnements à la poste, mais il te faut des mains pour ça. À un moment donné, tu es submergé par la demande. Et c'est surtout que ça te rapporte pas autant que ça développe que tu finances. Donc à un moment donné, et ça c'est la dernière chose que je vous donnerai, faites toujours une étude de rentabilité. Ce que je vais faire, combien ça va me rapporter et combien ça va me coûter.
Parce que le but d'une entreprise, ce n'est pas d'être solvable. Ce n'est pas la solvabilité. Le but, c'est la rentabilité. Quelle est la différence entre la solvabilité et la rentabilité? Je vous la donne. La solvabilité, c'est quand tu couvres tes charges. Tu dépenses 100 et tu fais un chiffre d'affaires de 100, tu as couvert tes charges. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu fasses un chiffre d'affaires de 100 et que tu dépenses, allez, 50 ou 60. Il faut que tu gagnes quelque chose. Parce que l'entreprise, c'est ça. Hein. Même une association, même si tu fais dans le social, même une association, tu as besoin quand même que tes soldes soient positifs. C'est-à-dire que tu vas faire une action, tu vas faire un gala, tu ne vas pas faire à prix coûtant. Il faut que tu gagnes un peu pour financer tes actions. On s'entend? Oui. Donc faites toujours, ça c'est la dernière chose que je vous donnerai, faites toujours une étude de rentabilité. Votre projet est possible de rentable. Et si vous ne tombez pas sur une rentabilité, regardez maintenant où est-ce que vous pouvez ajuster. Par exemple, je connais un jeune homme qui veut se lancer avec des véhicules driving. C'est un entrepreneuriat. Il achète des véhicules, il les met sur driving, et je roule des véhicules. Et il veut commencer fort. Il dit, je commence avec 5 véhicules. Je dis, calcul, tu feras combien, ça te coûte combien, ça te rapporte combien en 6 mois. Quand il a fait le calcul, ah bon, d'accord, je vais commencer par un véhicule, tu financeras le reste. Mais c'est non, mais vous voyez, c'est pas que c'est une idée mauvaise, c'est une question de rentabilité et d'ajustement. Ok? Je ne sais pas si j'ai parlé beaucoup de choses, est-ce que vous avez des questions? La question est plutôt la suivante. Comme vous êtes basé au Congo, oui. Et du coup, le fait que vous êtes basé au Congo, ça a été difficile, c'était pour savoir en fait les difficultés que vous avez rencontrées justement pour vous implanter au Congo en fait. Bon, moi, ça a été, on va dire, c'était plus court que pour beaucoup. Non, parce que moi, quand je suis arrivé au Congo, je me suis associé à Loïc, donc associé gérant chez Ares Investissement. Donc, il m'a proposé de s'associer. Donc, ça a été relativement un peu plus aisé. Mais c'est le défi, c'est le même défi. Arriver quelque part où on met les pieds, on ne connaît pas, où on connaît peu. C'est pour ça qu'avant de lancer un projet, si vous allez à l'étranger, avant, allez d'abord toujours faire un voyage exploratoire. Avant d'aller créer, aller sentir, aller palper, aller. Vous savez, il y a la théorie et la pratique. Quand vous allez arriver sur place, vous allez tout de même avoir de nouvelles idées. Des fois même, surtout sur l'Afrique, vous aurez trop d'idées. Mais restez focalisé, canalisez votre énergie, parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut savoir planifier ses projets. Planifier. Il faut savoir programmer, tu peux différer. Tu t'arrives au Congo, tu vas profiter. Il faudrait faire ceci, je suis venu pour ça. Mais deux fois aussi. Tu peux aller pour un projet. Mais après, se pose la question du financement. Tu dis, comment je finance? C'est ça que quand tu regardes, tu as du mal à faire le financement. Des fois, le projet que tu veux financer, pour lequel tu cherches le financement, quand tu n'as pas le financement, des fois c'est un autre projet. Parce que vous voyez, dans la vie, il y a des entreprises qu'on crée pour la vie. Même tu sais que tu vas faire ça, ça t'éclater toute ta vie. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, une entreprise qui est créée, c'était pour la vie. J'ai une entreprise, j'ai créé une société qui vendait des chemises. Mais je savais que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Je l'ai vendu. Au bout de 2-3 ans, je l'ai vendu. J'avais fait le tour, ça m'énervait. Je n'aimais pas du tout ça. Franchement, j'avais horreur de ça. Avec combien de gens achètent les chemises, Franchement, non, j'avais horreur de ça, ça me bouffait mes samedis. Je passais pas assez de temps avec ma fille. Je dis, non, c'est pas une vie ça. Je l'ai vendu. Mais les 2 ans et demi que j'ai vu très clair. Et ça m'a permis de financer un projet que j'avais à cœur au Bénin. Donc, tu vois, aller sur place, c'est bien. Après, là, j'essaie de toucher la partie financement. Le financement, parce qu'il faut connaître une vérité. Ça, il faut qu'on se le dise. Une entreprise qui démarre, moins de 3 ans,
aucune banque ne va s'intéresser à toi. Non, il faut se dire, tu n'as pas les garanties, tu n'as pas les flux, il ne voit pas clair, tu ne vois pas clair, personne ne voit clair, tu l'as fait. Un investisseur, on m'a dit oui, il y a des investisseurs. Oui, un investisseur en private equity, tu commences, tu vises combien? 1 million d'euros? Oh, très bien, ben écoute, ça me coûte aussi cher de financer, d'investir dans une boîte à 100 millions. Donc je fais quoi? Je préfère quoi? Une boîte à 1 ou à 100? Je vais prendre la boîte à 100. Il n'y a que des secteurs, il n'y a que 2 secteurs où j'ai vu les investisseurs arriver à ce qu'on appelle greenfield, c'est-à-dire start-up total. Même l'activité n'a pas commencé. 2 secteurs, les mines et l'énergie. Alors là, dès l'instant que tu as le permis minier, dès l'instant que tu as la licence pour l'énergie et que tu es sur un... Si tu leur dis que j'ai un terrain, j'ai un gisement de pétrole, mon gars, ils vont même c'est eux qui vont te draguer. Mais les autres secteurs, franchement, j'ai jamais vu. Donc, le financement d'une entreprise, le premier financement, le cible, en général, c'est Love Money. C'est les économies. C'est les économies de tes frères, de tes soeurs, de tes amis, de tes copains, de tes cousins. Des personnes qui croient en toi. À une autre dimension, tu peux, quand ton projet va en porteur et innovant, tu vas avoir des business angels qui vont pouvoir s'intéresser à ton projet. Mais là encore, Jacques Prestation dit, mais ça en vaut deux fois, très souvent ça vaut la peine parce qu'un business angel, c'est pas seulement un financeur, c'est aussi des fois très souvent un moteur et le gars tout son réseau, c'est-à-dire qu'il s'assure que ton entreprise marche parce qu'il a mis ses billes dedans. Mais recherchez, ne vous dites pas dès le début, j'irai voir ma banque. Essayez, hein. Il y a des coups de bluff. À la limite, va prendre un prêt personnel si tu es salarié. Un prêt perso, non, sérieux. Prends un prêt perso, on te prêtera à toi plutôt qu'à ta boîte. Tu prends 10 000 euros prêt perso et tu pries pour que ça marche. Et sinon, après, tu as tous les dispositifs. On est beaucoup aidé. Tu as des aides, tu as des subventions, tu as des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro, tu as la BPI. Non, mais franchement, ici, il n'y a pas moyen de dire que tu ne peux pas trouver. Il y a le prêt participatif. Et tout, c'est comment tu vends ton idée et à qui tu t'adresses. Voilà. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort? Merci beaucoup, Frédéric Macondo. Alors, donc, il est encore là pendant la pause, encore à la fin, pour le buffet. Profitez-en pour écrire vos questions s'il y en a encore. Donc, il a vraiment essayé, il y avait plein de questions, il a vraiment essayé de faire un panorama de tous vos projets, vos idées, toutes vos idées, et de donner un fil conducteur. Donc, voyez-le à la fin, même après, pour les questions plus personnelles. D'accord? On va encore là l'encourager. Merci beaucoup.